Fabienne, bonsoir Romane Bohinger. On est là ce soir pour la rencontre avec Fabienne sur son livre Je ne veux pas être jolie. Je dois dire que quand je l'ai terminé, j'ai été bouleversée, j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré. Et j'avais qu'une envie, c'était de prendre dans ses bras cette petite Georgia et pour lui dire que plus aucune petite fille ne devrait vivre cela. Donc, je voulais te demander, qui est cette petite Georgia, Fabienne? Alors moi, je dirais que aucune petite fille, aucun petit garçon, aucun enfant. Cette petite Georgia, elle est beaucoup d'enfants en France sur Terre. En France, un enfant sur 5. Un enfant sur 5 subit des violences sexuelles, alors pas à l'intérieur de la famille. Et à la fois, elle est beaucoup de personnes qui ont des secrets familiaux qu'ils doivent maintenir cachés et qui, quand ils les révèlent, on leur dit surtout ne dis rien, tais-toi, continue comme ça. La famille, c'est la famille et on ne veut rien savoir. Voilà qui est cette petite Georgia. Enfin, qui est d'ailleurs une grande Georgia parce que, en fait, c'est la traversée comme ça d'une femme d'une quarantaine d'années et plus, disons de 45 ans, et qui, au moment du décès de sa mère, va comme ça retraverser sa vie et va revivre des endroits de son enfance, des moments de son enfance, mais des endroits aussi, puisqu'il y a un hôtel, un endroit qui est très très important qui s'appelle l'hôtel du bord des vagues. Et comme ça, comme un puzzle, elle va retraverser sa vie jusqu'à cet âge-là et on va comprendre quel est ce secret et comment ça, j'allais dire bouleverser sa vie, ou plutôt ça construit sa vie ou déconstruit sa vie. Donc le roman démarre avec la mort de sa mère. Elle a une relation particulière avec sa mère. Elle ne pleure pas à la mort de sa mère. Est-ce que tu peux un peu expliquer les relations qu'il y a, enfin, le ressenti et les relations qu'elles ont toutes les deux? Oui, bien sûr. Effectivement, ça commence, le livre s'ouvre sur un coup de fil que Georgia reçoit de son oncle et qui l'appelle d'ailleurs Jo, c'est-à-dire son diminutif. Et elle dit d'ailleurs, je déteste ça, je déteste qu'on m'appelle Jo. Jo, c'est un chien, un boxeur, le dernier des frères Dalton, mais c'est pas moi. Moi, je suis Georgia. Or, si on m'appelle Georgia, c'est trop long à dire. Et notamment, sa mère ne l'appelle pas en entier, ne la regarde pas en entier. Et toute sa vie, elle a poursuivi cet amour, une conversation avec sa mère qui n'a jamais eu lieu. Et effectivement, quand elle apprend la mort de sa mère, en fait, elle apprend la mort de cet espoir de conversation, de pouvoir partager ou du moins parler de cet événement-là, puisqu'à la fin du livre, on va comprendre pourquoi et ce dont il s'agit vraiment, et pourquoi la mère est particulièrement concernée. Et cette conversation n'a jamais pu avoir lieu. Et à chaque fois qu'elle a sollicité, sa mère lui a demandé de se taire ou à parler d'autre chose. Et donc effectivement, au lieu d'être triste, au lieu de s'effondrer comme son frère et sa sœur vont le faire, au lieu de regretter cette mère, elle part voir son amoureux. Elle part et alors, avant de fermer la porte de la maison, elle a tous les meubles de la maison, le miroir, qui lui dit reste, ta mère est morte, reste, ne pars pas, va pas passer une nuit d'amour, une soirée d'amour avec l'homme que tu aimes. Non, reste. Et elle part parce que elle ne peut pas être triste en fait. Le titre « Je ne veux pas être jolie », est-ce que tu peux expliquer pourquoi Georgia ne veut pas être jolie? Oui, bien sûr. Georgia ne veut pas être jolie parce que, comme beaucoup d'enfants ou beaucoup de gens à qui est arrivée une violence, en fait, on se sent coupable. D'abord, on a honte. Et ensuite, on croit que c'est de sa faute. Et or, Georgia, elle a passé son enfance à ce qu'on lui dise « Tu es tellement jolie, tu es tellement jolie ». Et en fait, elle a cru que c'est parce qu'elle était jolie qu'il lui est arrivé ça. Et donc, en fait, il n'y a aucun coupable, si ce n'est elle-même. Et, et donc, elle ne supporte pas qu'on lui dise qu'elle est jolie. Et d'ailleurs, mais c'est une femme qui n'est pas que jolie, puisqu'elle a un métier, elle a des enfants, elle a des jumeaux dont elle s'occupe beaucoup, elle a un métier qu'elle a choisi, c'est une femme passionnée qui adore son métier, elle soigne des arbres, il y a quelque chose aussi de soigner, j'imagine pas, je sais, elle a beaucoup d'empathie,
pour le monde végétal, mais aussi pour les autres, en fait, qu'elle rencontre. Donc, voilà, qu'on la réduise à cet aspect physique, pour elle, ça la renvoie à ce qu'elle a subi étant enfant, parce qu'on lui disait « tu es tellement jolie ». Voilà. D'ailleurs, le premier chapitre qu'on a choisi, qui est en fait, je pense, un passage du livre qui est le plus percutant à ce moment-là, c'est la relation avec sa mère, la découverte de la relation quand même assez compliquée avec sa mère. Et puis on découvre aussi à coup, la construction est très intéressante puisqu'on découvre aussi sa passion. Effectivement, j'allais poser la question sur son métier qui est d'ailleurs un métier quand même assez original, je ne connaissais pas, et très beau. Oui, en fait, depuis qu'elle est toute petite, il lui fallait un refuge. Elle n'avait pas de refuge parental parce que ses parents, sa mère, vu sa relation complexe avec sa famille, ne pouvaient pas s'occuper d'elle, ne pouvaient pas la prendre en charge, ne pouvaient pas la regarder. Cette petite fille était toujours gênante. Et en fait, il lui a fallu un refuge. Et le refuge, ça a été les arbres. Et les arbres, après, elle a choisi les arbres qui souffraient. Mais ce n'est pas du tout... je voulais parler de cette femme aujourd'hui qui a des enfants, qui a cette passion, qui est amoureuse. Et c'est une femme qui se bat. C'est une femme qui ne fait pas que regarder son passé. C'est-à-dire que son passé lui revient à la figure et le livre est construit comme un puzzle, un peu comme un thriller psychologique. C'est-à-dire qu'on avance avec elle, elle redécouvre son passé comme nous, on le découvre et elle ne s'appesantit pas. Les souvenirs reviennent comme ça, comme des flaques, comme des vagues, comme ça lui prend. Et c'est une femme qui se bat, qui n'est pas molle, qui se met en colère. Elle le dit, je suis en colère, mais elle va devant. Hein, elle va devant, j'ai vu que ça se passe au soleil, ça se passe dans le sud de la France, sous un soleil de plomb, ça sent bon, il y a la mer, tout ça, ces gens, elle est très sensuelle, enfin, elle a une relation très physique aussi avec son amoureux, elle aime la nature, elle parle de la nature, des arbres, mais aussi de ce qui l'entoure, ça sent la nature, elle mange, enfin, tu vois, elle est vivante, voilà, c'est ça. Elle est vivante et on a voulu la faire mourir. Et d'ailleurs, elle dit, quand j'étais petite, et on disait, oh, est-ce qu'elle a grandi, cette petite fille? Elle disait, non, je n'ai pas grandi. J'ai 8 ans, mais j'en ai 50. Puis j'en ai 60. Parce que j'ai grandi trop vite. Je suis une grande. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est battue pour ne pas mourir. Et qui aujourd'hui, quand elle dévoile son secret qui est quand même assez terrible, on lui dit tais-toi. Et donc on essaie de la faire mourir une deuxième fois. Et elle va se battre. C'est tout son chemin pour finalement rester en vie. La construction est très intéressante puisqu'on alterne en fait les moments où elle est très douce et tendre, d'ailleurs avec ses enfants. Je trouve c'est une mère aimante. D'ailleurs, le rapport avec sa mère est complètement l'inverse. Puis d'ailleurs, quand elle passe sur le passé, du coup, les mots sont beaucoup plus crus, c'est beaucoup plus brutal. Et en fait, ça donne une dynamique aussi à ce texte. La première, question un peu délicate qui m'est venue, et c'est la première question que je t'ai posée, c'est est-ce que c'est un récit autobiographique? Est-ce que c'est une fiction? Vraiment, voilà, c'était une question que j'avais quand j'ai terminé ce roman et bon, j'ai été très, très touchée. Mm-hmm. Tant mieux parce que c'est un roman, quand je l'ai écrit, j'en ai parlé avec mon éditrice et tout ça, je voulais que cette scène finale, on ne va pas la dévoiler, hein, puisqu'il y a quand même toute une histoire familiale qui se déroule et qu'on découvre. Et je voulais que ce soit effectivement un coup de poing, un coup de poignard. Je voulais que ce soit insupportable. Donc, effectivement, c'est fait pour. Quant au rapport autobiographique, eh ben, je crois que tout écrivain, enfin, je me permets de parler à la place des autres. En tout cas, effectivement, je me retrouve à la place de beaucoup de quelques-uns des personnages du livre, et d'ailleurs à la place de ces 2 enfants qui sont jumeaux, et moi j'étais jumelle. Donc c'est par exemple une relation d'enfant que je connais bien. Et voilà, je pense qu'effectivement, on parle le fond du livre, on parle de choses dont on a envie de parler et qui rejoignent le très fond de notre intime. Sinon, c'est un métier très dur et qu'on ne va pas passer des heures à écrire des choses qui nous sont égales, en fait. Et
Voilà, c'est de la fiction. Moi, j'écris des romans, j'écris pas des témoignages. C'est une pure fiction. Voilà, je ne connais pas cet hôtel du bord des vagues. Je ne connais pas. Et d'ailleurs, la scène, on va en venir à cet extrait choisi. La scène, le livre s'est construit autour d'une scène qui est à peu près au tiers du livre, qui est une scène de retrouvailles donc entre la mère et la fille, la mère qui va chercher l'enfant à l'hôtel du bord des vagues, donc chez l'oncle, et l'enfant qui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle a une passion dévorante pour cette mère, elle lui cherche tellement son amour, elle dit, elle est tellement belle dans sa robe bain de soleil orange, elle est tellement belle, maman s'il te plaît, ça fait tellement longtemps, prends-moi dans tes bras, j'aimerais que tu m'appelles mon petit chat tout gris, mon petit chat que j'aime, et elle est en adoration, enfin, devant cette mère qui effectivement ne sait pas lui donner d'amour, parce qu'elle a d'autres choses à régler, parce qu'elle vient de se séparer de son mari. C'est une mère aussi un peu fantasque, un peu étrange, hein, qui a 3 enfants, mais voilà, qui ne sait pas bien vivre ses émotions. Et donc, après avoir laissé sa petite fille de 8 ans pendant un mois à l'hôtel du bord des vagues, où il s'est quand même passé quelque chose de terrible, sa petite fille n'a qu'une envie, c'est qu'elle la prenne dans ses bras. Et pour lui faire plaisir, la petite fille accueillit le matin même des mûres pour la mère. Et pour moi, c'était une scène centrale parce que, toi, Roman, tu vas comprendre, hein, qui est réalisatrice, je trouvais qu'elle distribuait la place de chacun des intervenants, de l'oncle, de la femme de l'oncle, qui passe son temps à ne rien dire, de la mère, et de la relation entre la mère et la petite fille. Et c'est l'extrait qu'on a choisi. Pour Roman, qui me fait le plaisir de venir le lire. Et alors, pour la petite histoire, parce que sinon ça paraît un peu bizarre, c'est la présence de Roman voilà, qui n'est pas une intime à moi. Voilà, hein, on a traversé comme ça quelques soirées, tournage, enfin bon, peu importe. Enfin, voilà, Roman est venu à travers ce livre, et non parce qu'on se connaissait avant, enfin, on se connaissait, mais voilà, c'est... Voilà, donc, excuse-moi, Roman, je ne sais pas bien Non, tu... bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, on t'entend. Okay. Donc, au préalable, je vais dire que moi aussi, je n'avais pas vu Fabienne depuis très très longtemps, mais j'étais profondément bouleversée, absolument bouleversée par le livre, complètement retournée même. Pas que par le sujet qui est de toute façon bouleversant, mais par l'écriture. Voilà, ça m'a semblé un objet tout à fait bouleversant. Encore une fois, le sujet l'est de toute façon, mais il y a une chose d'écriture, de cette chose qui se déroule, qui pèse pendant tout le... Alors, pas bien dit comme un thriller, mais il y a quelque chose qui pèse entre les lignes, dont on sent qu'il a tant de mal à émerger, et j'imagine que c'est le cas pour ce genre de secret, et pour tous les secrets. Donc, il met toute une vie à se dire, et c'est tellement restitué dans l'écriture que je trouvais ça incroyable d'arriver dans l'écriture à restituer ce que ça doit être, d'arriver à coucher comme ça de cette parole. Et c'est présent dans la construction du livre, et j'ai trouvé ça incroyable. Donc je vais lire, j'espère, le moins mal possible, le passage. J'ai 8 ans. Je viens de passer le mois de juillet à l'hôtel du bord des vagues, chez oncle Franck et tante Solène, avec les cousins-cousines Joachim, Nicolas et Gladys. Ma mère est arrivée la veille pour venir me chercher. Le matin, j'ai cueilli des mûres, rien que pour elle, ma maman. Elle adore ça. Cet été-là, je mets encore une minuscule à maman. Ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai définitivement opté pour Madame, maman. Nous sommes sur le parking, prêtes à partir. Les bagages sont déjà dans le coffre de la voiture. Ma mère embrasse son frère et lui embrasse sa sœur. Oh, sa sœur qu'il aimerait tant garder avec lui quelques jours de plus. Et elle, sa sœur, aimerait tant aussi rester avec lui plus longtemps, mais elle ne peut pas. Il sait bien qu'elle ne peut pas.
Pourquoi? Disons qu'elle a son travail qui l'attend, maintenant qu'elle va mieux. Elle n'a pas d'autre argument pour lui, ne peut en donner d'autres parce que c'est son frère chéri et qu'elle l'aime par-dessus tout. Elle embrasse sa belle-sœur. Oh, merci pour tout, Solène, merci. Ta fille est un amour. Elle revient quand elle veut, répond Solène. Merci beaucoup. Jo, qu'est-ce qu'on dit? Il est midi, et sous le soleil qui tombe droit et raide, tout est poisseux. Mes mains, ma bouche de petite fille, et la demande de ma mère. Georgia? Ne l'embête pas avec ça, c'est pas grave, dit Solène. Quand elle n'est pas contente, ma mère n'emploie pas mon diminutif, mais mon prénom tout entier, Georgia. Elle appuie distinctement sur chaque syllabe, et le seul fait de redevenir Georgia sonne comme un reproche. Une saleté de petite fille. Elle s'approche de moi. Une ombre immense couvre mon corps d'enfant et l'enveloppe de ténèbres. Les yeux bleus de ma maman sont devenus noirs, comme la mère qui s'en va au loin parce qu'elle est furieuse. Sinon, pourquoi la mère s'en irait-elle si loin? Qu'est-ce qu'on dit, Georgia? Je ne te le répéterai pas. Maintenant que les yeux de ma maman sont noirs comme la mère en colère, je ne sais plus très bien pourquoi j'ai cueilli les murs. Le sac en papier pèse inutilement dans mes mains moites. Alors? J'attends. Merci. Ah, enfin. Merci qui? Merci, tante Solène. Et? Elle agite son index menaçant. Je le vois aller et venir sous mes yeux, annonciateur de terribles punitions. J'ai peur. J'ai tellement peur, maman, quand la mère furieuse s'en va au loin. Tante Solène essaie d'intervenir. Non, vraiment, Elisabeth, je t'assure, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Ma mère veut que sa fille soit gentille et polie. Elle attendra le temps qu'il faudra, mais ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas entendu ce qu'elle veut et doit entendre de la part d'une petite fille qu'elle espère gentille et polie. Tu dis merci à tout le monde. Tu m'entends, Georgia? Tout le monde. Donc, merci, tante Solène, et merci qui? Oncle Franck. Dis-le. Merci, oncle Franck. Merci, oncle Franck. Eh ben voilà, c'est pas difficile. Quelle tête de pioche. Avant d'être une tête d'oiseau, j'ai été une tête de pioche. Oncle Franck et tante Solène ont été gentils. Ils t'ont accueilli, se sont occupés de toi pendant 1 mois, non? Si. Il y a comme une goutte de pluie sur ma joue. Ce n'est pas normal du tout. Si j'avais été la pluie, c'est la joue de ma mère plutôt que la mienne que j'aurais choisie. Tu pleures? Mais c'est moi qui devrais pleurer, dit ma mère. Tu n'as aucune raison de pleurer. Je veux que tu sois polie. Ça ne suffit pas d'être jolie. Il faut être gentil et poli. Si j'avais pu ne pas être jolie. Si seulement j'avais pu. Si seulement j'avais pu devenir un peu laide et gentille à la place, et que ma maman ne soit plus en colère, parce qu'elle est déjà tellement triste, si triste depuis que mon papa est parti. Je voudrais faire tout bien comme elle dit, et qu'elle ne soit plus fatiguée, et qu'elle ne me laisse plus tout un mois à l'hôtel du bord des vagues, qu'elle ne m'y laisse plus jamais, même un jour, même une nuit, surtout pas une nuit. Maintenant que je suis à nouveau gentille, puisque j'ai dit merci, je voudrais qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me serre fort, oh oui, très fort, et qu'elle m'appelle sa petite fille d'amour, ou son petit chat tout gris, comme j'ai entendu tante Solène le dire à ma cousine Gladys. S'il te plaît, maman, prends-moi dans tes bras. Et comme les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche, peut-être le soleil m'a-t-il puni en collant mes lèvres puisque je ne voulais pas dire merci. Je serre mes mains l'une contre l'autre. Je croise mes doigts très fort, comme on m'a appris à le faire pour dire la prière. Maman, je t'en prie. Tout à coup, je sens que ça coule, chaud, le long de mes jambes et sur mes pieds nus, comme du pipi. Sauf que c'est rouge, comme du sang. Ma mère crie d'une voix très aiguë que je ne lui ai jamais entendue, même lorsqu'elle a supplié mon père de ne pas partir de la maison. « Qu'est-ce que tu as fait, mon Dieu? Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Puis, elle voit le sac de mur, écrasé, qui goutte. Elle pourrait se mettre à pleurer de soulagement, mais se reprend, saisit ma main, retrouve sa voix normale. Ce n'est pas grave, non, non, rien de grave. Elle se tourne vers oncle Franck et tante Solène. Non, non, ce n'est rien du tout. La main de ma maman dans la mienne, c'est doux, même si je ne suis pas encore son petit chat tout gris.
Mais elle n'est pas contente du tout. C'est malin, il va falloir nettoyer tout ça maintenant. Elle m'emmène dans la maison, sa main serrant la mienne, chaque pression de ses doigts soulignant sa colère. Ça fait mal. Sa goutte rouge du parking jusqu'à la maison d'oncle Franck et tante Solène. Un petit chemin de sang. Dépêche-toi un peu, tu ne vois pas que tu en mets partout? À l'intérieur, ça goutte encore, sur la tomette, dans le couloir, dans la cuisine, il y en a partout. Regarde, tu en as même sur toi. Mon débardeur blanc et ma petite jupe en jean sont maculés de traînées rouges. Mais ça ne partira jamais. Non, maman, ça ne partira jamais. J'en ai même sur ma robe, une robe toute neuve. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer ça. À 8 ans, on ne sait pas comment on fait pour récupérer ça, maman. On ne sait même pas que c'est irrécupérable. On vit avec, tout seul, les tâches et la honte. Plus on grandit, plus elle devient énorme, sale, monstrueuse. Moins on peut la dire. Alors on la cache tout au fond pour l'oublier. Et puis tu meurs, maman, et tout revient. Merci Romane. Voilà. Merci, ouais, c'est un très beau passage et en même temps il est tellement brutal et il ouvre sur tout le reste en fait. Et en fait, c'est ce qui fait aussi, c'est le premier passage où on a envie de continuer la lecture. Moi j'ai trouvé c'est à partir de ce moment-là où j'étais accrochée et en même temps je trouve que c'est une double peine, une double culpabilité parce qu'en fait elle a subi ce traumatisme, mais en plus elle se fait humilier. Enfin, et elle est une mère culpabilisante. C'est terrible, ce passage est hyper bien décrit dans l'émotion qu'on peut ressentir. On se met évidemment à la place de cette petite Georgia. Et je trouve que ce qui est terrible, on a un second passage dans le livre qui est aussi terrible et qui est une double peine, c'est-à-dire qu'au moment où elle se confie à son frère et sa sœur, elle n'a pas l'écoute, donc elle n'a jamais été écoutée par sa mère, elle n'a pas eu ce geste qu'elle attendait, mais en plus, le jour de l'enterrement, quand elle veut, en tout cas, elle met du temps à prendre cette parole et elle réfléchit, et en même temps, elle ne sait pas comment l'amener, et à un moment, ça sort et elle en parle en premier à son frère. Évidemment, il lui répond « Mais pourquoi tu en parles maintenant ?» C'est la question, et pourquoi on en parle maintenant? Oui, pourquoi on a attendu si longtemps? Pourquoi on ne l'a pas dit tout de suite? Et est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est possible que cet homme qui est si extraordinaire, voilà, effectivement, je comprends. Enfin, j'ai voulu aussi que, et d'ailleurs, j'ai voulu aussi que Georgia, elle essaie de comprendre son frère et sa sœur. Elle essaie de... C'est quand même, je dirais que c'est un peu une femme qui court après l'amour. Elle a couru après l'amour de sa mère, elle court après l'amour de son amoureux. Bon, effectivement, il y a réciprocité, mais elle court aussi après l'amour de son frère et sa sœur. Et quand elle leur révèle le secret et qu'ils le rejettent, c'est effectivement, comme tu dis, Sandrine, une double peine. Et c'est sans doute encore plus terrible, c'est une deuxième mort, c'est-à-dire c'est encore plus terrible que l'acte lui-même qui finalement est passé, même s'il est terrible, mais c'est la non-reconnaissance. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Elle dit pourquoi, si elle avait pu parler avec sa mère, si elle avait pu, si aujourd'hui, le jour de l'enterrement, elle pouvait parler avec son frère et sa sœur, quelque chose peut-être aurait été réparé, elle aurait pu passer à autre chose. Et elle est obligée, comme il ne peut pas y avoir de discussion parce que sa mère est morte, et de rapport entre les frères et sœurs, elle est obligée de continuer. Je trouve que c'est une femme d'un courage extraordinaire qui traverse comme ça tout ça et qui nous montre un chemin vers la lumière. C'est pas du tout. Je reviens là-dessus parce que y a des gens qui se battent et elle s'effondre pas en fait. Elle s'effondre un moment, elle claque les portes, elle répond, elle se bat. Oui, peut-être qu'elle s'enferme un moment, elle peut plus gérer ses enfants un jour, mais après elle continue. Et c'est un peu un hommage à ces gens, à ces hommes et ces femmes qui traversent comme ça des choses avec difficulté et qui nous montrent le chemin vers. Ils y arrivent quoi. Ils y vont. Ils ont trouvé une solution, même si c'est qu'un cas. Enfin, il la trouve, quoi.
Oui, parce qu'en fait, il y a cette famille qui est quand même très bancale et qui ne va pas l'aider. Et heureusement, finalement, elle finit par trouver cet amour qui va être là et qui va l'accompagner. Elle va y trouver la douceur. Elle a aussi la douceur avec ses enfants. Enfin, en tout cas, ce mieux être avec ses enfants. Elle dit, excuse-moi, mais elle dit elle a ses enfants et elle connaît la responsabilité qu'elle a avec ses enfants, qui d'ailleurs ont à peu près, au moment où on prend le livre, qui ont à peu près l'âge qu'elle avait, qu'ils ont 10 ans et qu'elle avait 8 ans. Donc elle sait ce que c'est que d'être responsable des enfants. Et elle dit d'ailleurs, quand elle est devant les arbres, puisqu'elle traite des arbres qui ont une maladie, qui sont des platanes, qui ont une maladie, si on ne traite pas ces arbres, la maladie continue et elle va de village en village, de pays en pays, et donc on est obligé de les couper. Et elle dit, à un moment donné, elle se retourne devant les arbres, elle dit, je suis désolée, le platane, je vais devoir t'abattre. Et elle dit, les maladies, quelquefois, évidemment, c'est comme les secrets de famille, c'est pour ça que c'est plus large que son secret à elle. Les secrets de famille, si on ne les dit pas, si on ne coupe pas le secret, ils continuent de génération en génération, et ça fait du mal, et ça tue. Et d'ailleurs, si sa mère, puisqu'on va découvrir le secret qu'avait sa mère, avait guéri, il avait été au grand jour, peut-être qu'elle n'aurait pas souffert de ça. Oui, exactement. Elle n'aurait certainement pas vécu ça, effectivement. Moi, je voulais revenir sur la construction aussi, parce que est-ce que c'est quelque chose que tu avais établi au départ? Parce il y a quand même un va-et-vient entre les moments assez brutaux et, les moments de douceur. Donc, ça donne quand même un rythme, mais c'est quelque chose que tu avais envie au départ ou c'est venu en... Non, disons que je savais, moi je travaille comme ça, hein, puisque c'est mon deuxième roman, je viens de terminer le troisième, je suis un jeune auteur, donc je sais le début, je sais où je veux aller à la fin, évidemment. J'ai écrit cette scène pour moi, parce qu'elle est centrale, que Romane vient de lire, parce que pour moi, parce que là, j'ai posé en arrière-plan tous les personnages, et je connaissais leur histoire, leur rapport, le rapport entre oncle Franck et sa femme, et les enfants derrière, même si c'est écrit de façon elliptique, ils sont là, les personnages sont là, donc je travaille un peu comme quand on est comédien, qu'on écrit l'histoire de tous les personnages, enfin leur histoire, où ils sont nés, ont grandi, tout ça. Et après, non, effectivement, je travaillais, j'avais envie de me replonger dans l'enfance, avec les mots de l'enfance, avec le chien qui s'appelle Mick parce qu'il s'appelle comme Mick Jagger. J'avais envie aussi de moments un peu comme ça, un peu drôles, les enfants qui vont rayer la voiture du voisin, qui n'aime pas les voisins, enfin bon, et sa vie avec les cousins au soleil, au bord de la mer, son vocabulaire, et effectivement, qui est comme ça un contraste avec sa vie d'adulte. Mais en fait, à la mort de sa mère, elle revient. Ouais, j'ai construit comme des vagues. J'avais envie que ce soit comme des vagues qui revenaient. Et donc, en fait, elle passe son enfance dans l'hôtel du bord des vagues. Et effectivement, je dis à un moment donné que cette famille, ils sont au bord, ils rentrent jamais dans la mer, ils plongent jamais dans la vraie histoire familiale, ils plongent jamais dans la problème. On dit, il y a un problème, non, 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 on ne le voit pas. On plonge jamais dans le vrai rapport humain. C'est des gens qui vivent un peu comme ça, sur le paraître, en fait, sur les apparences. L'apparence de la famille, l'apparence de leur relation avec le frère avec sa femme, etc. Et donc, j'avais envie comme ça, oui, que ça revienne, et qu'au bout d'un moment, ça revienne tellement fort qu'elle est obligée de tout lâcher et de trouver une solution, parce que c'est insupportable. C'est comme si ça tuait. Enfin, Romane, elle a dit un peu ce truc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas parler, mais il y a comme si elle était étouffée, et à un moment, ça doit exploser. Et à un moment donné, elle doit trouver la solution, et à un moment donné, elle lâche le morceau. Je me posais la question, combien de temps tu as mis pour écrire ce texte? Parce que c'est quand même pas un texte simple. Et justement, avec cette construction, c'était quelque chose que tu avais écrit avant ton premier ou c'est quelque chose que tu as écrit après? Et combien de temps à peu près tu as mis pour écrire ce livre? Non, quand même bouleversant. Je l'ai écrit après. Et j'ai mis 2 ans. 2 ans.
mais en fait, il a été fini d'écrire en 2018, en fait. Donc, il est sorti en 2020, mais en mai 2018, il était terminé. Donc, non, je te dis ça parce que le premier est sorti en 2016. Voilà, il y a un écart de 4 ans, mais en réalité, il était terminé, pardon, en 2018. Parce que finalement, à la relecture, moi, quand je l'ai relu pour la deuxième fois, c'est un peu un roman à clé aussi. On n'a pas parlé de la petite Gladys, mais Oui. j'ai quelques doutes sur ce qu'elle a pu vivre aussi, cette Gladys qui a complètement disparu. Donc, qui est partie loin vivre et ne jamais revenir, qui est partie loin vivre en Australie. Oui, oui, et elle est très, très petitement décrite, si ce n'est que, comme dans l'extrait qu'a lu Romane, la petite Georgia, quand elle est petite, elle porte une jupe en jean, une petite culotte, un petit débardeur blanc, une petite culotte Mickey, et qui en fait sont les vêtements qui ont été donnés par Gladys, et qui est sa cousine, et qui ne veut surtout pas les mettre. À un moment donné, sa mère, la mère de Georgia, qui revient, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette jupe ? C'est des bardeurs, c'est pas des trucs de petite fille, qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Et en fait, c'est sa cousine qui lui a donné en lui disant « Je veux surtout pas ça. » On peut comprendre pourquoi, ça évoque quoi. Bon, on va pas dévoiler tout le livre, mais bon. Non. Voilà. Moi, j'ai terminé dans mes questions. Merci Sandrine, merci beaucoup. Moi, je vais intervenir parce que je voudrais vraiment remercier Romane pour cette magnifique... non, pas du tout. C'est gentil. Il y a eu une vive émotion de la part des lecteurs. Il y a plein de messages que je lirai après. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis en tant que lectrice sur le livre de Fabienne. Oui, je le disais un peu tout à l'heure, j'ai été vraiment... c'est comment par la technique de l'écriture, quel choix faire pour arriver à faire ressentir de manière tellement vibrante, encore une fois, ce que ce doit être pour chacun et tous de traverser une vie en portant quelque chose de si mortifère à l'intérieur de soi, dont on doit absolument se débarrasser pour survivre. On le dit, des rescapés, des témoignages, des gens qui n'arrivent pas à témoigner, on sait à quel point c'est mortifère. Et donc, je redis encore une fois, il y a 1000 manières de traiter ce sujet. On le traite tous les jours dans les journaux, on le traite sociologiquement, politiquement, enfin, il y a 1000 manières. En littérature, comment restituer une sensation, c'est-à-dire et finir comme lecteur, comme j'ai fini, avec au fil des pages, on sait assez vite de quoi ça va parler, s'il faut parler juste du sujet, mais comment faire advenir chez un lecteur qui lui-même au fil des pages supplie d'être délivré, supplie qu'on lui donne encore enfin les clés, qu'on explique enfin qui est Oncle Franck, qui est Tante Solène, qui est ce fameux grand-père. Comme lecteur, comme lectrice, j'ai ressenti. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que donc, Fabienne arrive à donner un côté haletant au récit, mais qui serait terrible si c'était juste pour tenir le lecteur. Si c'était juste une manière de tenir le lecteur, d'en faire une espèce de thriller pour se dire « oh là là, qu'est-ce qu'il va… » Ça serait terrible. Ce qui est magnifique, c'est que ce procédé de choses par vagues, par couches et tout ça, il n'est pas là comme un truc de marketing pour nous faire arriver jusqu'au bout. Il est là pour faire ressentir cette sensation. J'ai trouvé ça incroyable d'être accroché comme ça à la délivrance, au besoin d'être délivré, c'est-à-dire comme lecteur aussi, d'être délivré, qu'enfin les liens se fassent, jusqu'à la dernière page, qu'enfin cette conversation perdue avec la mère ait lieu malgré tout. Voilà, faire sentir par l'écriture la sensation de la délivrance, du poids, puis de la délivrance. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, au-delà du sujet qui me bouleverse évidemment, j'ai trouvé extraordinaire d'arriver à mettre dans la forme de l'écriture, d'arriver à faire ressentir au plus profond de soi une sensation qui, même si on n'a pas vécu ça, on a vécu d'autres secrets, d'autres… Ben voilà, donc j'ai trouvé ça assez magique d'avoir… voilà, quand la littérature réussit à transporter dans un état qui
qui n'est plus intellectuel, mais qui est presque physique. C'est très fort. Alors, je crois qu'on a perdu Fabienne qui nous a quittés. Je ne sais pas, je crois qu'on a un problème technique. Oh non. Ben si, je crois que vous l'avez troublée, je ne sais pas. J'espère qu'elle va revenir. Je ne sais pas si c'est sa connexion qui a sauté ou pas, ou si elle a fait de mauvaises manip, je ne sais pas du tout. Je suis Fabienne. Je suis à sa place, en attendant qu'elle revienne. Vous pouvez. Donc, on va montrer le livre. Alors, moi, je n'ai que les épreuves. Je ne sais pas si Sandrine, tu as… Non, j'ai pareil, j'ai les épreuves aussi. Alors, Ah, j'en ai peut-être un derrière. Oui, si. Il y a une magnifique photo. J'espère qu'elle va revenir rapidement. Alors, regarde, je l'ai. Il faut peut-être la rappeler par Zoom, là, ouais. Non? La reconvoquer? Je ne peux pas, il faut qu'elle vienne elle-même. Donc, je vais faire un petit appel à mon oreillette magique. Si elle peut effectivement appeler, faire un SOS à Fabienne, ça serait super. On va essayer de parler. En tout cas, il y avait plein d'émotions sur la lecture, Romane, vraiment. Il y a des gens qui ont été très émus par cette lecture. C'est vrai que vous avez très, très, très bien lu. C'est compliqué, je trouve, de faire une lecture, mais vous, on a l'impression que vous êtes faite pour ça. Non. En fait, j'ai un rapport très, très spécial avec ça. Je ne me considère pas du tout comme professionnelle de la lecture. Je suis très timide et tout ça, donc ça m'impressionne beaucoup. En revanche, j'étais très honorée que Fabienne pense à moi tout d'un coup pour lire cet extrait. Ayant tellement aimé le livre, je suis toujours tellement traqueuse de mal le restituer. Donc vraiment, je n'en éprouve aucune gloire. Je me sens vraiment comme… Fabienne, je reviens. Je l'ai vécu comme la première lecture que j'ai faite, hein, avec votre lecture. Moi, j'essaye vraiment juste de restituer le plus simplement possible les mots, la rythmique, le plus modestement possible. Et tout, j'en éprouve vraiment aucune… C'est plutôt un exercice… C'est pas pénible, c'est pas ça, mais ça me fout le trac parce que ce que je veux, c'est arriver à restituer la beauté de ce que moi j'ai lu le plus simplement possible. Fabienne, vous nous entendez? Non, alors Romane a pris ta place très bien. Elle s'est transformée en Fabienne. On a juste meublé, on a juste montré ton livre, voilà. Le temps que tu reviennes. Avec la belle couverture, parce que j'adore cette petite fille. Oui. Alors, elle est très belle, cette jaquette. Sur la couverture, justement. C'est une fois, Sophie Charnavel et Corinne Lamouilly, qui sont mes éditrices, m'ont proposé cette petite fille et j'ai pris la photo et je l'ai mise chez moi, je l'ai regardée et pardon, mais ça va être une très… Je l'ai aimée, voilà. J'ai aimé cette petite fille qui a une grâce incroyable et qui habille en garçon, en fait, si on la regarde bien, avec une chemise, un costume, et qui est belle et qui ne veut pas être jolie. Donc, voilà. Et pour moi, je l'ai aimé tout de suite. Alors, pendant que tu n'étais pas là, je résumais qu'il y avait eu beaucoup de messages sur la belle lecture de Romane. Et donc, justement, je disais qu'elle avait très bien restitué le texte, qu'il y avait eu beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, je vais passer là au message. Il y a un message qui vient d'arriver de Sophie de Villenoisy qui nous écoute et on la salue. Et qui dit que la rencontre est très émouvante, qu'il y a une belle écriture, cruelle et juste. Donc, voilà, un auteur qui fait un autre message à un auteur, c'est beau aussi. Merci. Donc, il y a un premier message de Geneviève qui dit que la voix de Romane Bourringer sur les mots de Fabienne Perrineau et surtout ce passage particulièrement poignant est une merveille. Merci de faire revivre cette lecture que j'ai tant aimée. Alors, tous les messages dans ce sens. D'ailleurs, moi, je trouve qu'avec Fabienne, on a une voix un peu commune. On pourrait être dans le même genre de voix. Non, Fabienne, tu as une voix aussi, moi, je trouve. Mais Romane est une courageuse. Je t'ai dit, Romane. On va continuer, Romane. Il y a un deuxième message de Julie qui dit que c'est une rencontre exceptionnelle, qu'il lui faut absolument le livre, qu'elle a eu la gorge nouée pendant la lecture formidable de Romane, un livre qui semble être tout autant émouvant que cette lecture. Vous voyez, vraiment tout le monde s'est donné le mot, mais c'est vrai que c'était assez poignant, quoi. Il y a Christelle qui dit que Romane nous a proposé une lecture magnifique. Les mots de Fabienne Perrineau suscitent une très grande émotion. Merci pour cette rencontre. J'ai une question d'Arnaud qui demande, est-ce qu'on peut dire quelque chose du prochain roman, Fabienne? Est-ce que tu peux nous dévoiler ou tu n'as pas du tout envie d'en parler? Pardon Arnaud, j'ai pas tellement envie d'en parler. Désolée. Donc voilà, c'est un secret. Donc, c'est pour… voilà. J'espère que, en fait, comme je disais, j'ai commencé l'écriture. À la base, je suis actrice et je vais en profiter, ce qui n'a rien à voir avec cette rencontre. Et je suis désolée, c'est que je suis actrice, j'ai fait beaucoup de théâtre et que je voudrais juste dire que je pense à Marcel Maréchal qui a disparu
il y a quelques jours et voilà, je voulais dire que il a traversé ma vie et je suis triste qu'il soit plus là. Voilà, c'est un grand homme. Je me joins à toi. Hein? Je me joins à toi vers Marcel. Oh, merci, Roman. Et pardon. Et en fait, j'ai une espèce de boulimie. Donc, j'écris depuis peu de temps. Et j'ai une espèce de boulimie. J'ai envie d'écrire. Effectivement, je viens de terminer le 3e. Effectivement, je sais ce que je veux écrire le 4e. J'ai le sujet et tout ça. Voilà, j'ai une envie d'écrire. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont se succéder. Enfin, qu'il va y en arriver plein. Alors, Arnaud il rebondit, il dit, est-ce qu'il y a un lien entre la manière d'entrer dans un personnage en tant que comédienne et la manière de les incarner avec les mots dans un livre? Eh bien, moi, je trouve, enfin, en tout cas, c'est un peu ma façon de travailler. D'ailleurs, je suis épuisée après des heures de travail à ma table sur mon ordinateur. Je suis comme ça, haletante, je lis à voix haute. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Et je vois mes personnages. Oui, je crois que je les incarne. Alors, il y en a que je n'incarne pas trop. La longue Franck, que j'ai pas trop envie de l'incarner. Mais c'est un peu comme quand on écrit un film. Toutes les scènes, les odeurs, je les sens comme quand on incarne un personnage. Effectivement, il est dans notre chair, il est dans la construction mentale. Mais moi, j'avais entendu une interview de Jeanne Benhammer et j'étais extrêmement touchée par ce qu'elle disait. Et elle disait que l'écriture, c'était physique. Et c'est exactement ça. Moi, je suis épuisée, j'ai faim quand j'ai terminé ma journée de travail. Et effectivement, l'incarnation, pour moi, comme en tant que comédienne, et d'ailleurs, Romane, c'est ce qui en fait aussi qu'on a tous été touchés, c'est qu'elle est physique. En fait, elle incarne. C'est pas... il y a ça. Et oui, il y a une relation entre, je trouve, moi, incarner un personnage, et j'adore ça, m'écrire aussi, mais voilà, c'est très physique pour moi. Aussi. Et moi, j'ai envie de dire, de te demander quelle est la part d'influence de Fabienne Perrineau en tant que comédienne sur la part de Fabienne Perrineau en tant qu'écrivaine. C'est moitié-moitié? Il y a un équilibre ou il y a une qui a plus d'influence que... Tu veux parler de mes envies aujourd'hui? Oui. Ce que j'aimerais faire. Comme je disais, là, même l'influence de ton écriture, peut-être aussi. Je ne sais pas, en tout cas, j'entre dans un monde que je ne connaissais pas, que je découvre un peu tard quand même, il faut le dire, et qui m'accueille d'ailleurs avec tellement de... Voilà, je suis accueillie, j'ai beaucoup de chance, je rencontre des gens formidables, encore une fois, mes éditeurs, mes éditrices, voilà, je suis accueillie à bras ouverts, elles comprennent, elles aiment ce que je fais, je suis poussée, je travaille avec un homme qui s'appelle Denis Bourgeois, qui est mon agent, qui accueille tout ce que je fais. Enfin, donc, j'ai envie de continuer et à la fois, j'adore mon métier d'actrice. Bon, c'est peut-être une période. Voilà, je vais aller de l'un à l'autre. Mais là, j'ai une espèce d'urgence, c'est vrai, à faire ça. Vraiment, j'y pense tout le temps. Si l'un influence l'autre, je ne sais pas. J'aime énormément jouer au théâtre. J'ai eu la chance de jouer Les Paravents de Genève en jouant Leïla, de créer des pièces de Duras. J'ai joué du Claudel. Enfin bon, j'ai vraiment eu de la chance, notamment avec Marcel Maréchal, de jouer des très beaux textes. Donc j'ai aussi toujours eu ce rapport-là avec le texte. Mais voilà, je sais pas. Et une question piège, est-ce que c'est plus compliqué de travailler avec un éditeur ou avec un metteur en scène? Écoutez, vous pouvez poser la question à Romane, ça dépend des metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui sont extrêmement agréables, avec qui moi je suis assez dure avec moi-même, hein. Je suis très exigeante. Donc c'est peut-être difficile aussi de travailler avec moi parce que je suis jamais contente. Enfin, voilà, mais bon, c'est le lot de beaucoup d'acteurs et d'actrices et beaucoup, j'imagine, d'auteurs et d'auteurs. Non, moi j'aime l'exigence. Ouais, je déteste les gens mielleux et qu'on me dise c'est bien, je sais qu'on ne sait pas bien. Alors, bon, après, je pense que la plus merveilleuse des ententes, c'est d'être d'accord sur le travail à fournir, en fait. Et si on est d'accord sur c'est ce mot objectif, mais sur le but à atteindre, sur ce qu'on veut ensemble, la qualité de la pièce, du film, du livre, voilà.
tout ce qu'on va traverser de haut et de bas, de mésentente et d'entente, ça va être merveilleux puisque c'est pour ça. Moi, je veux bien traverser le Sahara à pied, s'il faut faire quelque chose de beau. Il y a Florence qui demande, est-ce que vous aimeriez adapter votre propre livre à l'écran? Ou que ce soit fait? Ah, j'adore. Ouais. Alors, je pense pas être réalisatrice, mais je pense à une réalisatrice. Mais bon, il faut que je lui envoie mon livre. J'y ai pensé hier, pour tout vous dire. Voilà. À une réalisatrice que j'aimerais. Mais après, c'est compliqué parce que les réalisateurs, encore une fois, on m'a posé la question à Romane, puisqu'elle est réalisatrice. D'ailleurs, son film est absolument magnifique, qui s'appelle L'amour flou. Et justement, voilà quelqu'un qui défend une problématique des parents qui se séparent et qui trouve, mais avec une poésie, voilà, une générosité dingue, qui trouve une solution de partager justement un appartement, bon, une maison. Mais un réalisateur ou une réalisatrice, souvent, il a envie de traiter son propre sujet. En fait, il faut qu'il tombe amoureux d'un film. Mais j'aimerais bien que cette réalisatrice, à laquelle je pense, tombe amoureuse de mon livre. Voilà. Mais oui, j'aimerais bien. Oui, oui. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent qu'ils aimeraient le voir en film. En fait. D'ailleurs, il y a une question qui arrive pour Romane. Est-ce que Romane aimerait adapter le livre en film? C'est pas la question, mais effectivement, je dois avouer qu'il y a des films, il y a des livres plus ou moins qui appellent plus ou moins cinématographiquement ça, enfin sans faire des mots de ça. Le livre appelle un peu ça, c'est-à-dire que, enfin appelle, il est déjà suffisamment beau en lui-même, mais c'est vrai qu'il y a déjà une construction tellement, encore une fois, je disais tout à l'heure, tellement sensorielle. On sent que l'adaptation à l'image est pas loin, quoi. C'est-à-dire que le temps, la fraction du temps, l'avancée, les sensations, la vague, tout ça. Enfin, on sent que le récit a été pensé de manière presque scénaristique, je dirais. Il y a un déroulement qui est immédiatement, on ferme le livre et on se dit c'est possible. Vraiment, c'est voire souhaitable. Mais il y a des livres qui font beaucoup moins ça, hein, franchement. Mais là, on dirait que presque Fabienne, peut-être parce qu'elle est comédienne, mais on dirait que le travail est presque préétabli, quoi. Il y a un déroulement de séquences dans le temps, des flashs. Là, on voit bien, enfin, il y a une construction telle que on a l'impression que c'est presque déjà presque offert, quoi, comme possibilité. Moi, le jour où j'ai terminé le livre de Fabienne, j'ai regardé Les Chatouilles, le film Les Chatouilles. Et je trouvais que, effectivement, à la fin du livre, j'ai pensé effectivement que ce serait un livre tout à fait adaptable. Tout à fait. Moi, j'ai un exercice à vous demander, Romane, Sandrine et Fabienne. Est-ce que vous auriez un conseil lecture à faire aux lecteurs qui nous regardent? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Moi, j'en ai un, évidemment. J'en ai toujours un sous le coude. La libraire, tout de suite. J'ai adoré ce livre. Je ne sais pas si on le voit bien. Est-ce que tu peux... Le titre est en blanc. Est-ce que tu peux... moi, je l'ai là. Alors, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyle. Il était sorti en grand format chez Lattès et là, il vient de sortir en livre de poche. C'est un livre fabuleux. C'est le premier, parce que John Boyle a écrit le Garçon pyjama rayé en jeunesse, et c'est son premier adulte. Et c'est un magnifique roman, plein d'empathie et de tolérance. Tout le monde devrait lire ça, ça fait du bien. C'est l'histoire en plus, c'est un beau portrait masculin, un garçon qui s'appelle Cyril, qu'on va suivre des années 50 en Irlande, 60, 70. Alors la construction est formidable, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin du chapitre, il se passe des événements et en fait, on passe au chapitre suivant, on croit qu'il y a une continuité, pas du tout, on a passé 10 ans et on revient en arrière. C'est un livre fabuleux, j'ai adoré, c'est vraiment, en plus on rit, on pleure, on voyage, c'est psychologique, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour passer un agréable moment. Parfait, alors après, qui va enchaîner sur le conseil lecture? Romane, Fabienne, je ne sais pas. Alors moi, je prends mon tour. Je ne savais pas, je suis comme ça un peu surprise et
je vais donner 2 conseils lecture en fait. Et je vais aller très très vite. Et je vais donner Le Petit Nicolas, parce que ça a bercé mon enfance et que je ne veux pas être jolie, c'est une enfant de 8 ans. Je crois que j'ai commencé à le lire à 8 ans. Et puis, c'est un hommage à De Noël qui a publié mon premier roman. Et j'adore Monsieur Simpé. Voilà. Et après, mon deuxième va être pour Anne de Fourmentel, qui est paru en poche. Et son livre s'appelle L'éloge du risque, qui est un de mes livres de chevet. Et pareil, c'est une femme qui prend des risques, comme souvent mes héroïnes. Et j'adore cette femme et je pense à elle souvent. Voilà. Puisque malheureusement, elle n'est plus là pour aller avoir été sauver un enfant. Et son livre est absolument magnifique. C'est au risque de tout. Et est-ce qu'on vit si on ne prend pas de risques? Voilà, c'est la question qu'elle pose. Elle y répond merveilleusement. Voilà. C'est un très bon choix de lecture. Merci Fabienne. Romane. Alors moi, c'est affreux, je vais me soustraire à cette question. Parce que tout d'un coup, je suis pris d'une terreur panique. J'en ai lu tellement cet été, ce confinement cet été. J'ai peur d'oublier des gens que j'aime, des livres que j'ai aimés, de ça. Ça me panique de faire un choix, donc je me soustrais carrément à ça. Alors que que les livres m'ont tellement accompagnée pendant toute cette période. Je pense d'un coup à tous les gens et vraiment ça me panique. Ça me panique de dire un tel plutôt qu'un tel et tout ça, donc je me soustrais carrément. Voilà. C'est pas grave. Je peux juste dire quelque chose, Nathalie, excuse-moi. Je voulais juste dire que Sandrine et moi, on se connaît parce que on fait toutes les 2 parties d'un jury littéraire qui s'appelle le jury du prix Matmut. Et je voulais juste remercier ce prix parce que, en fait, c'est un prix qui récompense un manuscrit. Il faut ne jamais avoir été publié. Et il y a beaucoup, je crois qu'ils se reçoivent 2500 manuscrits. Et moi, en fait, c'est parce que j'étais lauréate de ce prix que j'ai rencontré la maison d'édition de Noël. Et aujourd'hui, je suis jury avec Sandrine et je voulais juste remercier ce prix Matmut. Et nous, on se retrouvera à la prochaine délibération. Exactement. En tout cas, moi, je voudrais dire aux lecteurs qui nous ont écoutés qu'il faut absolument qu'ils aillent en librairie dès ce soir ou dès demain, soit chez Sandrine Hameau, ou à la librairie Le Monde d'Arthur, soit dans toutes les librairies de France. Je ne veux pas être jolie aux éditions Plomb, donc je pense qu'il est encore sur les tables de librairie. Donc, vraiment, je vous engage à aller lire ce fabuleux texte, ce très émouvant texte de Fabienne. Je vais vous remercier, mesdames, dire que demain, on sera à 19h dans un autre univers avec M. Douglas Kennedy pour Isabelle l'après-midi, tout un autre sujet, tout un autre concept. C'est pareil. En tout cas, je voulais vraiment te remercier, Fabienne, d'avoir été avec nous. Bravo pour votre démarche merveilleuse. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci, Romane, d'avoir été là. Et je pense que si on pense pour une lecture audio du livre de Fabienne, je pense qu'on peut vraiment solliciter Romane. Nous allons continuer notre route avec Fabienne. Nous sommes oui, on va la continuer. Oui. Je vous la souhaite longue. Merci, Sandrine, aussi d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Je vais vous laisser le mot de la fin, Fabienne, et on va se quitter sur le mot de la fin de Fabienne Perrineau. Merci beaucoup pour cette rencontre, effectivement pour cette initiative que je trouve absolument magnifique, parce qu'après on peut retrouver les vidéos de toutes les interventions comme ça des auteurs, et j'en ai vu des magnifiques. Et puis merci à Romane, vraiment, et merci à Sandrine, et merci à toi, Nathalie Couder, que je ne connaissais pas, et je suis ravie de te rencontrer, et Frédéric, qui est derrière son écran. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, et merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et à très vite.